Bonjour les chimistes, voyons très rapidement l'interaction de deux orbitales atomiques, que je vais noter qui A et qui B, identiques. Alors c'est par exemple ce qu'on peut avoir quand on considère la molécule la plus répandue dans l'univers, le dihydrogène. Donc la molécule H2. Si je considère que l'hydrogène de gauche noté HA interagit avec l'hydrogène de droite noté HB et que je conserve que l'orbital atomique de valence, je vais donc avoir une orbitale 1s pour chaque atome d'hydrogène. Donc on a bien deux orbitales identiques qui ont la même forme, la même énergie. Eh bien, on va avoir ces deux orbitales atomiques qui vont interagir pour donner deux orbitales moléculaires avec une orbitale moléculaire liante qui est stabilisée par rapport aux orbitales atomiques de départ et une orbitale moléculaire antiliante déstabilisée par rapport aux orbitales atomiques de départ. Donc ce qu'il faut remarquer, et ça c'est une propriété générale, c'est que l'énergie de stabilisation de la liante que je note delta E+, par rapport à l'antiliante est plus faible. D'accord ? Ça veut dire que quand on a une combinaison comme ça à deux orbitales, l'orbitale antiliante est davantage déstabilisée que la liante n'est stabilisée. Autrement dit, en valeur absolue, on aura delta E- qui se trouve supérieur à delta E+. Si on fait le remplissage électronique, on va donc avoir un électron pour chaque atome d'hydrogène et ces deux électrons vont se retrouver dans l'orbitale liante. En termes de représentation, c'est assez simple. Pour la représentation conventionnelle, on va avoir pour l'orbitale liante une combinaison en phase, c'est-à-dire une somme des deux orbitales 1s des atomes d'hydrogène qui va donner ceci. Et pour l'orbitale antiliante, on va avoir la différence, donc c'est-à-dire qu'il y aura un changement de signe entre les deux atomes. La fonction d'onde va être positive ici et puis va être négative quand on est au voisinage de HB. Donc forcément, comme ma fonction d'onde est continue, on va passer par ce qu'on appelle une surface nodale, un plan nodal ici, qui va se situer exactement entre les deux atomes. Et donc, sur cette surface nodale, la fonction d'onde est nulle, c'est-à-dire qu'un électron qui occuperait l'OM oscillante a une probabilité de présence égale à 0. Alors, si on écrit la condition de normalisation sur les orbitales moléculaires, sur ces deux orbitales moléculaires, on peut arriver facilement à leurs expressions en utilisant un argument de symétrie. Donc, la condition de normalisation, ça serait de dire que l'intégrale triple du module au carré d'une OM dV est égal à 1. Donc, ce qui traduit en fait simplement le fait que si on regarde dans tout l'espace, on est certain de trouver un électron qui occupe une orbitale. Donc ça, c'est valable pour toutes les orbitales atomiques et moléculaires. Et puis bon, je vous passe les détails des calculs qui sont dans le cours, mais on va pouvoir trouver que pour l'OM liante, on aura une formule du type 1 sur racine de 2 facteur de 1 plus S étant l'intégrale de recouvrement facteur de qui A plus qui B. Donc ça, c'est l'OM liante. Et pour phi-, on aura 1 sur racine de 2 facteur de 1 moins S facteur de qui A moins qui B. Donc ce qu'on peut retirer de ça, on retrouve bien ici une combinaison en phase pour la liante, une combinaison en opposition de phase pour l'antiliante, et puis on remarque aussi que le facteur de normalisation, c'est-à-dire la constante qui est devant, est plus grande pour l'orbitale antiliante, puisqu'on a un facteur 1 S au dénominateur, et que ici S est défini positivement. Voilà, une dernière petite remarque va concerner le nom qu'on va donner à ces orbitales, parce que phi plus et phi moins sont des noms généraux, mais on va essayer de leur donner un petit nom qui est approprié aux éléments de symétrie. Alors, dans le cadre de notre programme et pour les molécules diatomiques homonucléaires, c'est-à-dire les molécules avec deux atomes identiques, ce qu'on va regarder, c'est la rotation autour de l'axe internucléaire que je vais noter Z ici, donc rotation de 180 degrés. Si j'ai une orbitale, alors on va le noter proprement, donc si je vais regarder pour chaque orbitale une rotation donc de 180 degrés par rapport à l'axe Z. Si l'orbitale est symétrique, elle sera notée sigma, et antisymétrique, elle sera notée pi. Et puis on va aussi regarder la symétrie, la parité de l'orbitale, c'est-à-dire la symétrie par rapport au centre de symétrie, donc par rapport au centre d'inversion. D'accord ? Donc ça veut dire que si je prends un point M quelque part, de coordonnées x, y, z par exemple en coordonnées cartésiennes, je vais regarder la valeur au point M', de coordonnées moins x, moins y, moins z. Et donc en fait l'idée c'est de voir si la fonction se transforme en elle-même ou en moins elle-même. C'est peut-être pas très clair dit à l'oral comme ça, mais sinon je vous renvoie au cours. Mais en fait c'est simplement regarder la parité de la fonction.
Et donc, si la fonction est paire, c'est-à-dire symétrique par inversion centrale, on va la noter G pour gerade en allemand, qui veut dire paire, et antisymétrique, U, ungerade. Donc si on applique ça à nos orbitales, eh ben on va noter sigma G l'orbitale liante du dihydrogène et sigma U l'orbitale antiliante. Voilà, je vous fais une autre petite capsule pour l'interaction de deux orbitales différentes ce coup-ci, qui n'ont pas les mêmes énergies de départ. Bonne révision!